Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, où que vous soyez sur les 5 continents, bienvenue sur le plateau de Mali Online. Mali Online émettant Bamako vers l'étranger, de l'étranger vers Bamako. Avec nous, un invité de taille. Il est connu de tout le continent. Il est un panafricaniste, un combattant. Il a ses repères. Avec Kémy Séba, puisqu'il s'agit de lui, nous allons nous entretenir aujourd'hui à bâton rompu. Bonjour Kémy. Bonjour à vous. Bienvenue sur le plateau de Mali Online. Kémy Séba, vous êtes un panafricaniste. Vous vous définissez comme ça. Je ne me définis pas. Je pense que une grande partie de la jeunesse africaine et des Africains de manière globale me définissent comme une des voix les plus audibles de cette idéologie au XXIe siècle. Alors, Kémy Séba, vous êtes né en France, grandi en France. Aujourd'hui, combattant sur le continent. Qu'est-ce qui prédisposait ce jeune des banlieues à être un peu un globe-trotteur sur le continent africain, défendant les combats et les idéaux? Alors j'aime beaucoup cette assignation en résidence parce que peut-être c'est la tonalité générationnelle du verbe qui peut donner la sensation aux jeunes des banlieues. Je suis né en province, dans les coins les plus racistes de France, et je suis arrivé en région parisienne, donc en banlieue, à 14 ans. Mais c'est une étape de mon parcours qui m'a beaucoup forgé, parce que la réalité de la vie urbaine, la violence de la vie urbaine, qu'elle soit physique ou psychologique, vous renforce et vous forme à être prêt à résister à n'importe quel milieu hostile. Premier point. Le deuxième point, je dirais que ce qui a fait de moi ce que je suis peut être considéré comme le continuum de ce qu'a été la doctrine de base du panafricanisme. Puisque je ne vous l'apprends pas, le panafricanisme n'est pas né à Bamako ou à Cotonou, c'est né dans la diaspora, au sein de Noirs anglais, français, de toute la diaspora qui, parce que justement éloignés de leur matrice, de leur source matricielle qui était l'Afrique, ont pensé l'Afrique dans un cadre global plutôt que de le voir de manière fractionnée. Et ça a été par la suite repris par les pères fondateurs de nos indépendances qui ont donné une nouvelle vie à ce courant qui était né hors sol. Et donc je pense que j'ai suivi le même parcours en étant confronté à la réalité violente de la négrophobie dans le monde. Et on dit toujours que c'est de l'ostracisation de l'homme par l'homme ou de l'exclusion de l'homme par l'homme que naît la volonté pour l'homme exclu de se constituer sa propre puissance. C'est la démarche qui a fait que j'ai compris très rapidement qu'il était important de défendre les intérêts de mes semblables aux 4 coins du monde, en Afrique, mais aussi dans les Caraïbes, je ne le dirai jamais assez, en Amérique du Sud, où je vais régulièrement, au Moyen-Orient ou ailleurs. Kémy Séba, est-ce qu'on ne considère pas que vous êtes un rêveur si l'on en croit un continent recolonisé mentalement, désarmé, égaré, un continent qui n'a plus ses repères et vous êtes comme un loup solitaire? Un loup solitaire suivi par des millions de gens aujourd'hui, en tout cas ne serait-ce que sur les réseaux sociaux de manière factuelle, et dans nos mobilisations, on réunit des masses partout où on va, que même les politiciens d'aujourd'hui n'arrivent pas à réunir, à part quand ils dépensent de l'argent. Donc je dirais que le rêve commence à être partagé par beaucoup de gens. Et ce qui fait la différence entre un rêveur et des changeurs de société ou des personnes qui influencent les changements structurels de la vie en société, c'est la capacité pour celui qui rêve de transmettre le rêve à une grande partie de la population. Et je pense qu'aujourd'hui, au sein de la vie politique en Afrique francophone, on fait partie des gens qui ont le plus cette capacité à contribuer à changer l'état d'esprit d'un certain nombre de gens. Et j'en veux pour preuve des petites modifications structurelles qui sont nécessaires d'être énoncées, même si elles ne sont pas pour nous une finalité. Quand on voit par exemple la question du franc CFA, il a fallu attendre nos mobilisations pour que pour la première fois de l'histoire, depuis 1945, la création du franc CFA, il y ait des changements cosmétiques, disons-le, puisqu'on assiste, par la décision du néocolonialisme français, à la disparition, la suppression du compte d'opération, chose qui n'était pas possible, pensable il y a quelques années. Ça, c'est le fruit de nos mobilisations, c'est le fruit de mes sacrifices, c'est le fruit d'un certain nombre d'actes que nous avons posés, même si le prix à payer est parfois lourd. Et juste pour terminer, de l'autre côté, aujourd'hui, la France est en train de perdre, politiquement parlant, de l'influence à bon nombre d'endroits en Afrique, de la zone franc, entre guillemets, et c'est quand même le fruit d'une ingénierie sociale que nous avons commencé depuis un certain nombre d'années. Donc le rêve est en train de devenir réalité à bien des égards. Je ne suis pas seul dans cette lutte, c'est important de le dire. Il y a d'autres entités, je pense à
la chaîne Afrique Média, même s'ils ont une ligne qui peut être différente de la mienne. Je pense à ma sœur, à ma grande sœur, que j'aime énormément, la sœur Nathalie Yamb, qui fait un travail remarquable. Je pense à un autre ordre d'idées, évidemment, au mouvement Yerewolo, qui fait un travail exceptionnel au Mali, c'est important de le dire. Plateforme dont Urgence panafricaniste est une des structures fondatrices, puisque l'un des 3 leaders de Yerewolo est le porte-parole d'Urgence panafricaniste. Et au-delà de ça, voilà, il y a un certain nombre de choses qui se font. Il y a Ousmane Sonko, je crois que je l'ai dit aussi ou je ne l'ai pas dit, qui fait un travail remarquable au Sénégal. Et donc, il y a un changement structurel qui se fait. On n'est plus dans le domaine du rêve, on est dans le domaine du pragmatisme. Kémy Séba, aujourd'hui, votre combat est contre l'impérialisme ou contre la France? Si on voit que vous êtes plus braqué contre la France, à la différence des autres panafricanistes des débuts d'indépendance, que sur l'ensemble des impérialistes par le monde entier. C'est tellement faux. Mais je comprends là, que vous posiez cette question, cher aîné, parce qu'elle s'appuie sur uniquement ce qui est répandu par les médias mensonges occidentaux qui essayent de nous présenter. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Et donc, on essaie de cibler sa contestation en la présentant comme une haine contre une nation, ce qui est complètement inepte. Je suis né en France, je suis un afro-descendant, comme les Nicolas Anelka, comme les Kylian Mbappé et autres. Je ne vais jamais le renier, à la différence près que j'ai décidé de rentrer sur le continent et de prendre une nationalité béninoise sans renier le fait que je suis né et que j'ai grandi en France, et je ne le renierai jamais. Et donc, je ne peux pas haïr un pays dans lequel j'ai grandi, mais par contre, je peux détester le régime politique, des dirigeants politiques qui saignent mes semblables. De la même façon qu'ici au Mali, il y a des gens qui étaient opposés à Ibeka, on n'a pas demandé aux opposants d'Ibeka de renier ou de renoncer à leur nationalité malienne parce qu'ils étaient opposés à un régime. Être opposé à un régime ne signifie pas être opposé à un peuple. Il y a des gens qui souffrent en France de toutes les couleurs. Les miens souffrent énormément aussi. Il y a aussi des prolétaires caucasiens qui souffrent énormément, des maghrébins qui souffrent énormément. Et donc, je ne peux pas globaliser la critique sur ce terrain-là. Et je dirais une chose, tout le monde sait que je suis dans une démarche d'équidistance vis-à-vis de toutes les forces coloniales. Je le dis et je le répète, on m'a entendu taper dur sur la Chine, on m'a entendu taper dur sur les Russes, même si j'ai pu, à certains endroits, me retrouver avec eux sur des fronts communs, disons les choses telles qu'elles sont. On m'a entendu parler dur aussi par rapport à certaines choses qui peuvent se passer dans le monde arabe. Je suis, et même par rapport à ce qui se passe entre Africains subsahariens. On va en venir. Donc il y a beaucoup de choses à dire dessus, et je pense essayer d'être le plus objectif et lucide sur ces questions. J'essaye. Kémy, vous êtes sur le sol malien depuis quelques jours. Ce n'est pas fortuit. Tout à fait. Ça coïncide avec la 61e année d'indépendance de notre pays. Alors, si on vous demande de jeter un regard sur les 61 années de combat, d'espoir du peuple malien, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je dirais en première partie que je suis surtout venu ici parce qu'on organisait notre ONG Urgence panafricaniste avec le mouvement Yerewolo, Debout sur les remparts, de mon cher jeune frère extrêmement brillant, Adama Ben Diarra, le député connu sous le nom de Ben le Cerveau, une mobilisation contre la trahison de la CEDEAO, de l'Union africaine, et contre le néocolonialisme sous toutes ses formes qui sont présents tous en Afrique. Premier point. Deuxième point, le regard qu'on peut porter sur ces 60 ans de lutte, c'est que on est des pays qui sont les bijouteries du monde. Tout le monde a compris que nos ressources peuvent nourrir le monde, mais tout est fait par la communauté internationale qui prétend nous aider pour que ces richesses du monde nourrissent le monde entier, à l'exception de nous-mêmes qui en sont pourtant, alors que nous sommes pourtant, excusez-moi, censés être les premiers gardiens et les premiers détenteurs de ces ressources-là. Et donc, par conséquent, tout est fait pour déstabiliser des endroits. Quand vous voulez cambrioler quelque chose, ou une bijouterie, la meilleure façon de cambrioler, c'est un petit conseil que je donne aux voleurs, c'est de créer une diversion ou de créer une dispute entre les personnes qui sont censées garder cette bijouterie. Et pendant qu'ils se battent entre eux, vous venez avec votre équipe voler les bijoux. C'est ce qui se passe avec le Mali depuis un certain nombre d'années, parce que le Mali peut être le coffre-fort d'une grande partie de l'humanité. Et je souffre de manière perpétuelle, et c'est à l'image de l'Afrique, à chaque fois que je vois les nôtres vivent dans un état de précarité extrême dans nos pays, alors que je sais que nos ressources nourrissent des pays prétendument développés, mais qui ne se développent qu'à partir du moment où ils sucent notre sang. Kémy Séba, aujourd'hui, des voix s'élèvent au Mali pour demander la diversification des partenaires en matière de défense. Pour la solution du Mali, la France ou la Russie,
est-ce que ce n'est pas même pipe, même tabac? Je suis tellement habitué à cette question, grand frère, même si elle est, je trouve, posée de manière extrêmement éloquente, mais ça ne me surprend pas de vous. La géopolitique, par définition, c'est la participation à la vie de la cité dans un contexte global, en tenant compte des réalités du monde aux divers endroits où ce monde existe. On a été habitué à ne voir le monde qu'à travers une seule lorgnière, une seule lunette, une seule paire de lunettes, ou alors un seul œil, mais ne pas regarder les choses en fonction d'un regard global. C'est une question d'intérêt. Et ce qui est certain, c'est que le Mali et l'armée malienne a été désarmée de manière extrêmement consciente depuis des années pour la placer sous assistance militaire et assistance respiratoire de manière globale. Et la seule façon, au moment où nous parlons, pour nous débarrasser d'un partenaire qui, depuis qu'il est là, à part squatter nos ressources et nos richesses, parce que c'est de ça dont il s'agit, n'a strictement rien fait pour stopper la déstructuration du Mali. Et ça, ce sont mes paroles que j'assume. Alors certains vont dire, ils construisent des puits, ils font ceci, ils font cela. Si ce sont les seuls qu'on laisse faire cela, évidemment, ils le feront, mais on ne sait pas tout ce qu'ils prennent en retour. Mais la France a perdu beaucoup d'hommes ici aussi, hein. C'est la ligne capitaliste dans son essence. Les élites sacrifient toujours des prolétaires qui partent combattre pour un idéal qui en réalité n'est pas celui partagé par ces mêmes élites. Les prolétaires militaires qui viennent mener un travail et suivre des ordres en disant qu'ils viennent pour lutter contre les terroristes, je suis convaincu qu'ils croient à ce pourquoi on les envoie. Mais le problème, c'est que quand ils sont sacrifiés, c'est leur famille qui réalise par la suite qu'ils étaient venus défendre des intérêts qui n'étaient pas les intérêts des peuples des uns, ni les intérêts des peuples des autres. Donc moi, mes adversaires, c'est l'élite, c'est l'oligarchie française. Et ce n'est pas certains militaires qui partent combattre dans une direction qu'ils ne maîtrisent même pas. Même si je pense qu'il serait important, comme disait Thomas Sankara, un militaire non formé et non informé est un criminel en puissance. Ça aussi, je pense que les militaires occidentaux devraient se préoccuper de ces questions. Kémy, aujourd'hui, avec vos amis de Réolo au Mali, vous demandez que les Russes viennent. Pourtant, on parle de mercenaires russes qui n'ont ni foi ni loi. Est-ce que le panafricanisme également voudrait bien faire la promotion des mercenaires qui vont venir tirer sur tout ce qui bouge? C'est qui le on? C'est qui le on dit? Première question, grand frère, même si je pense que vous et moi, nous connaissons la réponse. C'est qui le on dit, si ce n'est France 24, RFI et tous ces médias occidentaux qui intoxiquent l'opinion publique de leurs fausses informations? Première chose. Et deuxième chose, moi, je suis un féru de géopolitique, études de terrain et études théoriques. Le groupe Wagner, pour ceux qui se renseignent un minimum, c'est dirigé par l'un des plus proches conseillers de Poutine. C'est une émanation du gouvernement russe, mais qui fait des choses que les autorités russes ne veulent pas, sur certains points parfois, reconnaître officiellement. Mais la France fait la même chose avec la Légion étrangère. Personne ne vient casser les pieds à la France quand ils envoient leurs légionnaires. Et pourtant, leurs légionnaires sont présents dans toutes les guerres. Donc pourquoi ce deux poids deux mesures déjà dans la description des choses? La deuxième chose, vous ne m'avez pas entendu dire Russes venez, Russes venez, Russes venez. Non, ce n'est pas mon message. Et même Yereolo, je regrette parfois qu'on essaie de les réduire simplement à une dynamique de mouvement malien pro-russe. C'est un mouvement souverainiste qui estime que pour sortir de l'escarcelle française, il faut avoir un contrepoids proportionnellement équivalent en force, d'accord, pour pouvoir sortir des griffes de l'oligarchie française. Est-ce que ce mouvement ne devrait pas amener les Maliens à s'auto-saisir et à... Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est un processus. Là, le Mali a été placé par les forces exogènes et certains responsables endogènes comme Ibeka notamment, dans une sorte de noyade, dans un marécage géopolitique qui dépasse l'entendement. La seule façon de sortir de cette noyade, c'est d'être capable de regarder, parce qu'on a les jambes qui sont agrippées par les puissances de la prétendue communauté internationale qui sont en réalité les puissances occidentales, il y a des mains qui nous sont tendues. Eh bien, je pense que ces mains, pour sortir de ces marécages, il faut les saisir en ayant une main derrière nous, en se disant, au cas où eux aussi veulent nous assommer, qu'on soit cette fois-ci capable de nous défendre. Et c'est pour ça que je dis qu'on ne doit pas appeler les Russes comme des messies, mais on doit les appeler, et c'est même pas les appeler, on doit saisir la main qui est tendue en se disant que si c'est du partenariat win-win, pourquoi pas? Ont-ils tendu la main ou on allait chercher leur main? Vous savez,
je connais beaucoup de choses de la Russie et je peux vous assurer que c'est plus complexe que ce que vous ne croyez, que les propositions ne sont pas venues à la base, j'ai pas envie de trop parler, mais du gouvernement malien. C'est ce que je peux vous dire et je n'en dirai pas plus. Et sur ce terrain-là, le gouvernement malien, qui est mature politiquement, a compris que le monde ne consiste pas uniquement à parler avec les élites d'Occident et qu'on peut parler avec le monde entier, que ce soit les Chinois, même si j'ai beaucoup de recul là aussi sur les Chinois. Mais politiquement, je constate une chose. Vous avez parlé de Wagner tout à l'heure. Wagner, avec les gardiens de la révolution en Iran et le Hezbollah, ont sauvé Bachar al-Assad. Ce n'est pas la communauté internationale qui l'a sauvé, puisqu'ils ont tout fait pour le faire tomber. Monsieur Maduro, le président du Venezuela, c'est Wagner qui est parti le sauver quand les États-Unis voulaient le déstabiliser. Vous comprenez? En Centrafrique, les Français étaient là depuis X années. Le pays était un capharnaüm pendant que les ressources minières extrêmement intenses étaient volées par l'élite française. Eh bien, Wagner est arrivé et même s'il y a un certain nombre de choses à redire, parce que je ne serai jamais un idolâtre des Russes. Donc vous pensez que le salut passerait par là? Non, le salut passe par notre autodétermination, mais il y a des étapes. 3 étapes. La première étape, nous avons été enfermés, noyés par la France-Afrique jusqu'à aujourd'hui. La première étape, c'est de sortir de ces griffes-là en répondant à la main qui nous est tendue russe. La deuxième étape, c'est de faire en sorte que ce partenariat Russie-Mali soit un partenariat ponctuel, temporaire. Quand je dis ponctuel, ça ne va pas durer un jour. Ne soyons pas naïfs, on est en politique sur des questions longues. Donc ça peut être quelques années. Mais l'objectif final, la troisième étape, et c'est celle pour laquelle je me battrai, même si ça peut ne pas plaire à tout le monde, ça sera qu'on arrive à un stade où on n'ait plus besoin ni des Russes, ni de qui que ce soit. Et je peux vous assurer que c'est l'objectif de tous les souverainistes maliens et de tous les souverainistes africains, de manière générale, de tous les panafricanistes. Mais il y a des étapes. Tout le monde parle de pragmatisme. Le plus grand des pragmatismes, c'est de dire que avant d'arriver à cette capacité de nous autodéterminer nous-mêmes, il faut déjà que l'armée malienne puisse retrouver une formation en adéquation avec ses capacités, d'accord? Parce qu'elle a été complètement démobilisée, désarmée, c'est la réalité. Et quand j'entends que les gens de Wagner veulent les former militairement, je ne vais pas m'en plaindre. C'est ce que la France, qui se dit être notre ami, aurait dû faire. Mais la France ne veut pas former les forces maliennes. La France veut simplement dire qu'elle les protège, mais en les protégeant, elle sécurise surtout l'accès aux ressources. C'est sur cette question qu'il faut se poser. Mais je répète, je le dis au micro et je veux que tous les Africains qui nous suivent l'entendent. Jamais, ni l'Occident, ni l'Est ne seront les messies de l'Afrique. Le seul messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Alors, Kémy Séba, aujourd'hui, il y a un vent de coup d'État qui souffle encore sur l'Afrique de l'Ouest. Et paradoxalement, c'est dans les 2 pays les plus engagés d'Afrique de l'Ouest, le Mali et la Guinée, parce que la Guinée, c'est tout récemment. Et ça veut dire qu'il y a une rupture ou bien la démocratie a montré ses limites? Moi, je pense que l'hypocrisie a montré ses limites, parce qu'il n'y a pas de démocratie à l'heure actuelle en Afrique, ou dans très peu de pays. Il faut qu'on se dise la vérité. Et j'ai même envie de vous dire que ma problématique n'est même pas la démocratie en tant que telle, parce que la démocratie telle que vendue par l'Occident n'existe même pas en Occident, de toute façon. C'est le néolibéralisme qui dicte d'un côté comme de l'autre qui sera le candidat en Occident. Et ici, la démocratie n'est que de façade, mais n'a jamais été de fond. Moi, ce que je constate, c'est qu'on vit dans des pays aujourd'hui, et nous constatons que nous vivons dans des pays où la véritable maladie, ce n'est pas les coups d'État, c'est les mandats, les 3e mandats. Et le problème, ce n'est pas 3 mandats pour 3 mandats, parce que si quelqu'un est extrêmement compétent, si Sankara était vivant et qu'il fait 5 mandats, je vais soutenir Sankara sans aucun problème. Le problème, c'est qu'on a des gens qui multiplient les mandats, mais qui sont extrêmement médiocres en termes de bilan politique durant la période où ils ont dirigé le pays. C'est ça le véritable. Cela suppose que vous prenez l'indispensabilité. Si quelqu'un est bon, il peut rester éternam vidam à la tête du pays, qu'il n'y a pas d'autres hommes. Moi, je vais être très clair sur la chose. Je pense que le roulement est important, que personne n'est indispensable à la tête d'une nation. Mais je dis, et je répète, c'est comme dans un club de foot. Si vous avez un entraîneur, je ne sais pas si vous avez supporté le Real de Madrid, Zidane a gagné plusieurs Ligues des Champions, a brillé plusieurs années. Pourquoi changer un sélectionneur quand il brille? C'est tout. Si maintenant un responsable politique finit par être extrêmement médiocre, eh bien qu'il soit changé ne me pose pas de problème. Vous êtes d'accord avec les coups d'État? On va être très clair, il est nécessaire de circonstancier. Je ne suis pas d'accord dans l'absolu avec la problématique des coups d'État. Mais par contre, j'analyse dans quel contexte le coup d'État a été effectué. Au Mali, le coup d'État est venu mettre fin à une France-Afrique illimitée qui était présente dans ce pays. Ce pays appartenait beaucoup plus à l'Occident et à la France que ça appartenait aux Maliens. Très important de le dire. Et donc, le coup d'État effectué par Assimi Goïta et son équipe a été, à mon sens, salutaire.
Il est important que je dise que Sankara n'est pas venu à la tête d'un pays par des élections présidentielles, jusqu'à preuve du contraire. On sait comment il est venu et on sait le travail qu'il a fait. Donc il faut toujours nuancer les choses. L'autre chose, en Guinée, il y a eu beaucoup de suspicions eu égard au parcours et la formation de M. Doumbouya. Et j'ai fait partie des rares voix, et le temps est en train progressivement, on verra si je me trompe ou pas, je peux me tromper, personne n'a l'absolue vérité, mais le temps est en train pour l'instant de me donner raison. J'ai fait partie des rares voix qui pensaient que M. Doumbouya, malgré son parcours de formation chez les ennemis, était quelqu'un qui aimait peut-être plus l'Afrique qu'on ne le croit. On peut parfois mal commencer, mais très bien finir. Et je fais partie des gens qui croient qu'il est possible qu'il fasse de grandes choses. Et M. Doumbouya est venu mettre fin à un cirque, parce qu'on a un Alpha Condé qui jouait les panafricains le samedi quand il voulait, mais qui était le plus grand oppresseur. Parce qu'il vous a empêché d'arriver dans son pays? Non, même pas. Vous savez, il y a des gens à qui je peux ne pas m'entendre, même parmi des gens que je peux citer régulièrement en les décrivant de manière positive, mais qui font des choses importantes pour le peuple. Je vous le dis clairement, par exemple, à titre personnel, Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui, à chaque fois que j'ai été persécuté, quand tout le monde se levait pour nous soutenir, Sonko ne s'est jamais prononcé. Mais pourtant, j'ai la hauteur d'esprit de dire que je prie pour que Sonko puisse faire quelque chose, qu'il reste pas éternellement député, qu'il fasse quelque chose, qu'il arrive à la présidence dans son pays. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas l'intérêt de Kémy Séba, c'est l'intérêt collectif. Vous comprenez ce que je veux dire? Et de la même façon, ce que Alpha Condé a fait par rapport à moi, il est évident que c'est une violation des lois de la circulation des citoyens de la CEDEAO. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui était un grand ami de l'une des plus grandes figures du néolibéralisme globalisé, qui était Georges Soros. C'est quelqu'un qui était une courroie de transmission extrêmement importante d'un certain nombre d'élites occidentales. Il faut qu'on puisse le dire, c'est Bernard Kouchner et compagnie. On ne peut pas me présenter Alpha Condé comme un Kwame Nkrumah ou un Thomas Sankara. Il faut qu'on soit sérieux. Et ce qu'il faisait au pays, les gens parlent de dictateurs, de dictatures, d'oppresseurs, mais en parlant loin, mais il suffisait de regarder ce qui se passait en Guinée pour comprendre qu'il allait dans la mauvaise direction. Et je salue avec une grande intensité son arrestation. Ça, je le dis très clairement, et je serai d'ailleurs de toute façon prochainement en Guinée pour le redire. Vous avez fait allusion à la CEDEAO, de ces organisations sous-régionales, africaines. On voit aujourd'hui que ces organisations reculent beaucoup maintenant, sanctionnent beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un proverbe qui dit « main qui donne, main qui dirige ». Je ne suis pas sûr que ces infrastructures, que ce soit la CEDEAO ou l'Union africaine de manière plus globale, ou même la CEMAC, soient des structures complètement indépendantes. Premier point. Le deuxième point, c'est que ces structures sont aussi des syndicats de présidents qui très souvent, pas totalement, mais en majorité, sont mal élus et qui, par conséquent, lorsqu'ils voient l'un de leurs collègues tomber sous la pression populaire ou sous la pression militaire, ils ont peur qu'il y ait effet boule de neige et que ça arrive dans leur pays. Et donc, ils agissent de manière syndicaliste en soutenant l'un des leurs. Mais le problème, c'est que ce n'est pas pour ça que ces infrastructures ont été créées, ces institutions ont été créées. Mais est-ce que ce n'est pas par peur de jurisprudence, même dans les endroits où ça marche, que des militaires s'autosaisissent du pouvoir? Mais ça revient exactement à ce que je vous dis. Ils ont peur que ce qui s'est passé dans les pays qu'ils condamnent, ils ont peur que ça arrive dans leur propre pays. Et donc, ils préfèrent s'opposer de manière viscérale pour empêcher que cette situation se propage. C'est de bonne guerre, mais je pense que notre ligne, et c'est pour ça qu'on s'est mobilisé, qu'on a réuni quand même un nombre très important de gens cette semaine à Bamako. Mais ces organisations ont pu mettre en place également des éléments comme la libre circulation des biens et des services. Oui, c'était pas tout à fait, tout à fait. Et c'était pas forcément les présidents qui sont en exercice aujourd'hui. C'est important aussi de le dire. Mais au-delà de cette réalité, ces institutions ont un rôle dans la libre circulation et dans le développement d'un certain nombre de choses dans la sous-région. C'est une chose sur le terrain social. Il y a le social et il y a le politique. Sur le terrain politique, les décisions politiques qu'ils prennent sont l'émanation non pas de structures comme la CEDEAO, mais de ceux qui dirigent ces structures. Et c'est pour ça que je dis que le but n'est pas de condamner ou de briser le verre CEDEAO, mais c'est de briser la boisson qui est dedans. La boisson qui est dedans, c'est-à-dire nos présidents, il faut la jeter. Et il faut que la CEDEAO devienne une CEDEAO des peuples. De la même façon qu'il faut que l'Union africaine ou la CEMAC, si on doit en parler dans une autre zone régionale, il faut que ces institutions deviennent des institutions des peuples. Et nous militons pour que les sociétés civiles aient un rôle bien plus important au sein de ces institutions, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la CEMAC. Il n'est pas normal qu'on ait des dirigeants qui sont peu représentatifs du peuple, qui sont, on le voit, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, qui sont peu suivis, peu validés par le peuple, d'accord, qui prennent des décisions, alors que des gens qui, aujourd'hui, sont suivis par des millions de gens, sont considérés comme des terroristes dans nos pays. C'est quelque chose qui n'est pas normal.
Kémy Séba, vous aimez bien parler de l'Afrique libre. Un peuple qui dort pendant 61 ans ou pendant 60 ans pour la plupart des pays. Quelle est la magie que vous avez pour réveiller ces peuples-là et les amener à attraper le train développement? Il y a un proverbe qui dit que quand quelqu'un est dans le coma, il faut sortir l'électrochoc. C'est l'électrochoc qui permet justement de réveiller quelqu'un qui est profondément endormi. Mais qui peut l'achever aussi. Et cet électrochoc, oui, tout à fait, je l'ai été. On l'a tous été endormis. On a tous été, à un moment donné, dans ce processus d'aliénation. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Celui qui vous dit qu'il sait, les autres ne savent pas, est quelqu'un qui n'est pas honnête avec lui-même. Je ne suis pas né Kémy Séba, je le suis devenu. Et chaque jour, je le deviens parce que je grandis et j'essaye de m'améliorer. J'essaie de m'autocritiquer. Parce que quand Nietzsche disait « deviens ce que tu es », c'est un livre que tu dois tourner. Tu dois tourner les pages pour avancer à la destination finale. Et cette destination finale, il est écrit dans certains livres, Dieu ne change pas les conditions d'un peuple tant que le peuple ne change pas lui-même. Nous devons redevenir nous-mêmes. Nous devons nous retomber dans notre propre ontologie, dans notre propre paradigme historique, culturel, dans notre propre ligne métaphysique. C'est dans cette démarche-là que les choses changeront. Et je le dis que l'électrochoc, c'est ce que je théorisais dans mon livre L'Afrique libre ou la mort comme étant la violence symbolique. S'attaquer à des symboles puissants de la domination et de notre sommeil profond, d'accord? Secouer, briser ces derniers pour créer une énergie et un réveil brutal dans le cœur d'un certain nombre de concitoyens. Et depuis un certain nombre d'années, j'ai la sensation, au gré de mes voyages, que ça a tendance à marcher. Kémy Séba, si l'électrochoc ne marche pas, est-ce que vous êtes prêt à descendre dans l'arène politique et avoir un poste de ministre, de président pour influer sur les choses? J'ai discuté de ça il y a 30 minutes avec un de vos collègues journalistes. L'Afrique est la région du monde où on croit que le plus que tout se résout à travers des élections sur le terrain institutionnel. Vous savez, dans la lutte anti-impérialiste, il y a toujours eu deux modèles. Le modèle institutionnel de Fidel Castro et le modèle révolutionnaire de Che Guevara. C'était deux frères de lutte. Et les deux voies ont contribué à densifier ce que l'on appelle le bolivarisme, qui est le cousin du panafricanisme, en Amérique latine. Moi, je pense profondément qu'on a besoin de gens qui sont sur le terrain institutionnel. Et on a besoin de gens qui font de l'ingénierie sociale au niveau de la base. Et le combat politique que je mène au niveau de la base a une incidence que très peu d'institutionnels peuvent avoir au quotidien sur les gens. Vous prenez au mot le bolivarisme, Che Guevara. Vous savez... Et Fidel Castro aussi, qui était un bolivariste. Mais Castro est resté, mais lui, il est mort dans les montagnes de Bolivie. Vous savez, je vais vous donner l'anecdote de paysan qui a livré... Tout à fait, je connais par cœur, allons-y. Bah, il a dit, c'est parce que les crépitements des fusils dérangeaient mes bœufs, c'est pourquoi je l'ai livré. N'avez-vous pas peur de subir ce sort? Ben, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de crépitement de fusil en ce qui me concerne. Le seul crépitement qu'il y a, c'est le débit de ma parole, qui sont en effet considérés parfois. Ça dérange puisque je suis interdit de rentrer dans 5 pays. Et ça peut mettre votre vie en danger. Et elle l'est constamment. J'étais incarcéré à 4 reprises. Je suis interdit de rentrer dans 5 pays. Donc, et surveillé constamment. Et si ça arrivait? Mais je vous dis que ce combat n'est pas le combat d'un homme. C'est le combat d'une génération dont vous faites partie. Ce combat n'est pas un combat de martyrocratie ou de martyrophilie. C'est un combat d'idées que vous déposez dans le cœur des gens et quand l'un tombe, d'autres se relèvent. Nous allons tous mourir, grand frère. Je ne vous le souhaite pas. Je souhaite que vous ayez une vie longue, mais peut-être que vous mourrez avant moi. Donc la question n'est pas... C'est comme les gens qui disaient à Malcolm, ta méthodologie risque de te faire mourir. Et il vaut mieux suivre la méthodologie de Luther King. Malcolm est mort en 65, Luther King, le non-violent, est mort en 68. Quand on a des convictions, de toute façon, notre temps de vie est toujours compliqué. Et je reviens sur la question du Che Guevara, qui malheureusement est trop caricaturé aujourd'hui. Certains utilisent le terme révolutionnaire sans en avoir le QI pour le faire. Donc c'est pour ça que moi je me prononce moins sur ces termes. Mais ce que je retiens du message du Che, c'est que c'est quelqu'un qui est parti partout en Amérique latine et partout dans le monde pour répandre, dans le cadre de l'ingénierie sociale, cette dynamique de l'autodétermination des peuples. Et c'est ce que je fais à l'échelle de notre peuple, en Afrique et dans la diaspora, au sein de la diaspora africaine. Et j'ai même envie de vous dire que ce combat, il est transnational. Et il va au-delà de notre peuple. Parce que j'ai des Caucasiens, j'ai des Asiatiques, j'ai des Maghrébins qui se considèrent comme nos frères profondément de lutte. Bon, les Maghrébins sont en Afrique, donc de facto, ils sont dans cette dynamique-là.
à partir du moment où on réussit à régler un certain nombre de problèmes qu'il y a dans leur pays, parce qu'il faut qu'on en parle aussi, en Algérie, au Maroc, etc., il y a parfois des problèmes de négrophobie qu'on doit éradiquer. Parce que moi, je veux voir l'Afrique une et indivisible. Et je suis un nostalgique du foyer révolutionnaire qui était l'Algérie à une certaine époque. Mais pour cela, il faut qu'on soit capable de se dire les choses. Et ça viendra. Mais, et je termine par là, répandre ces graines de résistance partout, pour moi, c'est la plus belle mission de ma vie. Et si Dieu décide que je dois passer par la voie institutionnelle, je ne me renierai pas, j'irai. Mais je le dis constamment, ce n'est pas mon repère de vie. Si je meurs demain, j'aurai la certitude d'avoir fait pour mon peuple ce que beaucoup d'institutionnels n'ont pas été capables de faire. Déposer une idée dans la tête des gens. Je ne suis pas omnibulé par le pouvoir que confère le poste de ministre, de député. La seule chose qui m'intéresse, ce n'est pas de pouvoir me servir des postes, mais c'est de servir le peuple. Et c'est ce que j'essaye de faire. Kémi Séba, on va terminer par une note de beauté de tout ce combat. Quelle est la plus belle image qui reste à ce jour-là? Waouh. Ça, c'est une question... Ce serait difficile de dire une seule image. Je suis quelqu'un derrière mon bouclier qui est parfois ultra sensible. Et quand je vois l'amour de notre peuple un peu partout, on a des ennemis aussi, évidemment. Mais quand je vois l'amour d'une grande partie de la jeunesse africaine et des moins jeunes, parce que ça, quand je dis jeune, ça va de 18 ans jusqu'à des gens qui ont 60, 70 ans parfois, donc c'est pas jeune. Mais j'ai parfois les larmes aux yeux. Et ça arrive souvent dans tous les pays où je vais, parce que les consciences s'élèvent. Et je dis toujours que la plus grande des libérations de notre peuple, c'est d'être capable d'exprimer notre amour et notre fraternité entre nous. Le colonialisme nous a fait oublier ça. Et il n'y a rien de plus beau que de s'aimer entre nous, parce que c'est l'unité parmi les nôtres qui permettra de mieux nous unir au reste de l'humanité. Un geste, une date, un événement qui vous a marqué dans ce combat? Évidemment, l'épisode du billet brûlé en 2017, en août 2017, qui, je pense, a fait passer notre combat sur le terrain géopolitique à un autre stade. On a quadruplé notre audience politique. C'est à partir de là qu'on a commencé à vraiment faire les quatre coins du monde et à rencontrer un peu partout des foyers de résistance similaires aux nôtres. Et quand on parle de violence symbolique, d'électrochoc, cet acte a été la synthèse de ça. Merci bien, Kémi Séba. Je vous remercie infiniment et j'encourage plus que jamais Mali Online à continuer. Vous êtes un média que je suis attentivement depuis un certain nombre de temps et je vous encourage à aller de l'avant. Merci bien, Kémi. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'était notre débat bâton rompu avec Kémi Séba, cet africaniste qui parcourt le continent africain avec son idéal, avec son combat. Il est sur son chemin. On lui souhaite bonne chance. Mesdames, messieurs, c'était sur Mali Online, votre plateforme digitale émettant du Mali vers l'étranger, de l'étranger vers le Mali. À la prochaine, Inch'Allah, sur ce même plateau. Merci beaucoup à tous.